Bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute! Allô, c'est Joa. Merci d'être là aujourd'hui sur le podcast Revenir à soi avec Joa pour cet épisode spécial que j'avais en tête depuis quelques mois déjà, en fait depuis le début de l'année. Ça vient du livre La prophétie des Andes que j'ai eu l'appel de réouvrir en ce début d'année et je me disais comment est-ce qu'il y a des outils que quand je l'avais lu il y a plusieurs années, en fait il y a presque une dizaine d'années, il y a tellement d'informations là-dedans qui peut nous aider à vivre d'un côté plus en conscience, de comprendre certaines choses par rapport à notre passé, de voir comment on a envie d'appliquer les choses dans notre présent. Et un de ces éléments, c'était les mécanismes de domination. En fait, comment est-ce qu'on vole de l'énergie et comment qu'on se fait voler de l'énergie. Ce sont des mécanismes qui sont humains. Et avant de lire là-dessus, en fait, j'avais ce pressentiment-là que ça existait, mais d'avoir la connaissance, d'avoir ces éléments de très bien identifiés nous aide justement à circonscrire où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qui vient aussi nous chercher, nous tirer du jus davantage. Et à partir du moment où ça devient conscient, bien, on peut transcender, en fait, on peut arrêter ces mécanismes-là qui peuvent être inconscients jusqu'alors. Et je trouvais que c'était hautement pertinent pour le podcast. Ce sont des outils qui sont accessibles. Moi, j'ai du plaisir, en fait, à me replonger dans le contenu et je me disais comment est-ce que je peux le vulgariser et le rendre disponible dans un épisode pas trop long pour qu'essentiellement on comprenne qu'est-ce que c'est et qu'après ça, on est capable de faire des changements dans sa vie et de la manière qu'on entre en relation avec les autres. Donc, si tu n'as jamais lu La prophétie des Andes, c'est sûr que je recommande ce livre-là, que pour moi, ça a été un des premiers livres qui m'a amené justement à considérer l'énergie comme vraiment, pas comme une science, mais comme quelque chose de réel et pas juste de intangible, qu'on n'est pas capable de mettre un doigt dessus. Et si tu as déjà lu La prophétie des Andes, ben, tu reconnaîtras possiblement cet élément en fait qui parle des mécanismes de domination. Ça peut te faire un petit rappel de voir justement comment ça résonne pour toi et quels sont les changements que tu as envie de mettre en place pour le futur. Alors merci d'être là. J'avais hâte de partager ça avec toi. Merci d'être à l'écoute. Donc, j'ai mon livre justement sur moi, bien ouvert avec plein de petits post-it pour les contenus. Et ce que je trouvais intéressant de commencer en fait avec cette compréhension-là de qu'est-ce que c'est les mécanismes de domination, c'est de commencer avec cette citation qui dit, en fait par rapport à la 4e révélation, que une fois que les hommes comprendront la nature de ce combat, en parlant justement de la lutte pour l'énergie, donc le pouvoir, ils le transcenderont aussitôt. Ils cesseront de vouloir conquérir l'énergie de leurs semblables parce qu'ils seront alors capables de capter l'énergie à une autre source. Fin de la citation. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à vol d'énergie ou tout ça? C'est vraiment de sentir, tu sais, des fois, est-ce que ça t'arrive d'aller dans d'être en présence de personnes que tu dis « Hey, ça m'a boosté en énergie, je me sens que je suis sortie d'un souper ou je suis sortie d'une conversation, puis je me sens, ça m'a fait du bien, je me sens que ça m'a donné de l'énergie. » Alors qu'au contraire, il y a certaines personnes, il y a certaines rencontres que, de un, on appréhende, on rentre un peu, pas à tâtons, mais on rentre un peu sur les breaks en se disant « Moi, je sais que cette personne-là me tire du jus » ou hey, cette rencontre-là m'a vidé de mon énergie. C'est vraiment de ça qu'on parle. Donc, c'est de notre énergie vitale, en fait, que l'on porte. Et ce que ça dit dans ce livre et à travers ce contenu-là sur les mécanismes de domination, c'est que une personne qui n'est pas consciente de ces mécanismes qu'elle porte en elle va avoir tendance à vouloir voler de l'énergie ou elle va avoir ces manières justement pour aller soit capter l'attention, justement aller tirer du jus parce que elle n'est pas en mesure soit d'avoir compris ce mécanisme
de défense. En fait, ça peut être aussi comme un mécanisme de défense, on va voir pourquoi, mais c'est sa manière pour elle d'aller chercher de l'énergie, d'aller en tirer aux autres personnes. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est que c'est pas obligatoire, c'est pas obligé, c'est pas la seule manière d'aller chercher de l'énergie dans le monde. Quand on le fait de cette manière-là, c'est comme si on se collait aux autres et on leur suctionnait leur énergie vitale. Et ça, dans le fond, ultimement, en tant qu'humain, on n'a pas envie de ça parce que on a tous eu cette situation-là d'avoir quelqu'un dans notre entourage qu'on s'est senti de cette manière-là auprès de cette personne-là. Et ça ne nous donne pas envie de connecter davantage ou de passer plus de temps, en fait. On va même avoir tendance à limiter les échanges avec cette personne-là parce que c'est pas agréable. Donc, quand c'était mon cas, si c'est ton cas, si c'est le cas de personnes autour de toi, je trouve que ce contenu-là, il est important à prendre conscience parce qu'il rend service à tout le monde. D'être capable de déceler c'est quoi ces petits détours que l'on prend au final qui ne sont pas constructifs dans nos échanges. Et en fait, c'est de se dire que plutôt que d'être plugué à la source d'énergie qui est une autre personne, comment est-ce que moi-même, je peux être capable de générer ma propre énergie et de ne pas sentir qu'il y a un manque? En fait, cette énergie-là, à partir du moment où est-ce qu'on réalise qu'elle vient en abondance complète et qu'on ne va pas en manquer, déjà de se sortir de cette zone de manque-là va faire en sorte que, OK, ben j'ai pas besoin d'aller en voler à personne. Puis je peux désactiver ces mécanismes-là qui ont été appris ou en fait en réaction à certains événements dans nos vies. C'est ça qu'on va parler. Donc, lançons-nous. Alors, dans cet épisode, je vais juste mettre la table de comprendre on parle de quoi par rapport à ces vols d'énergie. Et dans ce livre, où est-ce qu'il dit à quel moment est-ce qu'on peut commencer où on commence à réfléchir pour se dire, OK, bien, quel est mon mécanisme de défense, mon mécanisme de domination? C'est surtout dans nos expériences familiales. Donc, surtout dans notre passé. Et comment est-ce que nous, quand on était enfant, on avait... Puis là, je dis ça, je ne suis pas ni psychologue, ni professionnelle de la question. C'est vraiment mon interprétation que je fais du livre parce que j'ai du fun à chercher. Je suis très curieuse à ramasser cette information-là et de la repartager. Mais après ça, t'en fais ce que tu veux. De notre expérience familiale, de notre passé, c'est que grandissant, on avait possiblement des parents qui, eux, avaient un style avec leur énergie que nous, on devait peut-être en faire plus pour aller chercher l'attention d'un de nos parents. Ou au contraire, si on avait l'impression qu'on était constamment critiqué, bien, on devait avoir un certain mécanisme pour se protéger de toute cette critique et ces questionnements intrusifs qui, en fait, nous faisaient pas sentir bien. Donc, il y a 4 mécanismes de domination qu'on va parler. Essentiellement, j'imagine un cadran, OK? Un cadran avec 4 carrés, 2 en haut, 2 en bas. Si on regarde les 2 de gauche, on va parler des styles, des mécanismes de domination qui sont actifs. Là-dedans, on a un actif qui est plus agressif. Donc, on va parler d'un style qui est d'intimidateur. Et on va avoir aussi un style qui est actif, mais plus subtil, qui va être dans le plaintif ou l'archétype de la victime. Et si on va dans les 2 carrés de droite, on va avoir les mécanismes qui sont passifs. Donc, on va avoir, encore une fois, un passif agressif qui va être l'inquisiteur, qui va poser des questions, qui va être critique. Et pour contrebalancer, un inquisiteur, dans le carré inférieur droit, on va avoir un passif très subtil, en fait, qui est très laid back, c'est l'indifférent. Et on va prendre le temps de les regarder, je vais les summariser en premier lieu, les résumer, en fait, puis après ça, on pourra faire un deep dive de comprendre, OK, mais comment ça se forme, ces mécanismes-là? Si on commence avec le premier, qui est le plus, justement, agressif ou le plus actif, c'est un style qui est intimidateur. Et ça, on va le sentir, je vais te mettre dans des situations où est-ce que tu vas pouvoir te rappeler peut-être d'une personne que tu t'es senti dans sa présence, que c'était un intimidateur ou que c'est une manière de s'exprimer qui est très, très agressive.
Parce que c'est une manière d'aller voler de l'énergie, en fait, en étant imposant, puis aussi de transmettre un sentiment de peur. C'est la manière d'une personne peut-être de s'exprimer pour se faire sentir acceptée, respectée. Est-ce que c'est la bonne manière? C'est bon, à discuter, discutable, mais ce qu'on voit ici, c'est que c'est vraiment un archétype ou un mécanisme qui se veut très dans verbaliser une peur, en fait, faire sentir de la peur. On va voir dans ce type-là, en fait, quelqu'un qui va justement être très imposant, qui va parler fort, qui a possiblement aussi une gestuelle qui est très, très agressive ou imposante dans sa manière d'être. Donc, c'est une personne qui va fonctionner avec soit la force physique, les menaces, des éclats qui sont brusques. Et ça fait en sorte, en fait, que près d'une personne comme ça, on a vraiment besoin d'être toujours dans un état d'alerte. De se dire, OK, c'est quand la prochaine éruption d'énergie ou de colère que cette personne-là va me transmettre. Puis pour se faire une image aussi, ça va être une personne qui pourra avoir des réactions qui sont très colériques, qui va faire en sorte que l'entourage autour va redouter de ces élans-là. Il va vivre un peu dans ça, le quand est-ce que ça va exploser la prochaine fois. Donc, on peut dire en fait que c'est des exemples concrets, par exemple, d'un intimidateur, c'est qu'il va donner des ordres aux autres, qu'il va parler tout le temps pour justement garder l'attention sur lui ou sur elle. Ils vont se montrer autoritaires, inflexibles, des fois sarcastiques. Donc, ils ont le contrôle. Ils veulent garder les mains sur le volant. Et puis, dans la prophétie des Andes, ils disent en fait que c'est un des archétypes qui peut être celui qui est le plus coupé de l'énergie universelle, dans le sens qu'ils imposent. C'est vraiment une image d'imposition dans leur mécanisme pour être capable d'imposer la peur. Et ce mécanisme, il est couplé avec son opposé, en fait, dans le actif, mais dans le subtil, en bas, c'est que souvent, pour être en mesure de, je dirais, pas canaliser, mais se protéger d'un intimidateur, on va avoir un plaintif. Un plaintif qui est justement dans ce « Ah, mais c'est pas de ma faute. Ah, mais c'est toujours, il se passe toujours des choses dans ma vie. Je sais pas comment le résoudre. » Ils vont mettre ça la faute sur les autres en voulant dire je n'ai pas de contrôle sur ce qui se passe. Et en fait, dans cet archétype de victimisation, on a justement un passif dans le sens qu'on n'est pas responsable de ce qui arrive. Et ça peut être en fait une manière d'attirer la sympathie. Si on regarde ou on imagine une personne qui est plaintive, en fait, c'est que elle, dans sa manière justement d'attirer l'énergie, elle veut attirer la sympathie, elle veut attirer l'attention en racontant des choses pénibles qui lui sont arrivées, donc en laissant entendre que c'est les autres qui sont responsables, c'est peut-être toi qui es responsable de ces problèmes ou que tu n'en fais pas assez pour l'aider. Donc, ils vont beaucoup jouer sur le fait de faire culpabiliser l'autre pour justement se dédouaner de la responsabilité qui leur revient. Et ça aussi, c'est un autre type de domination plus subtil, mais quand même, elle amène une lourdeur dans le sens que d'un côté, on a l'intimidateur qui pitch de l'énergie, qui est vraiment dans il y a comme cette explosion d'énergie qui est évidente, mais le plaintif va tirer l'énergie par en bas. Et on parle qu'ils vont être couplés ensemble dans le sens que une personne qui est, mettons qu'on parle d'un couple par exemple, on a par exemple un intimidateur qui lui aurait cette manière-là très agressive de nommer les choses, d'aller accuser, de donner des ordres. Alors, peut-être que le partenaire, pour contrecarrer les coups, va être en mode « Ah, mais c'est pas de ma faute, qu'est-ce qui se passe? » Donc, c'est tout ce qui m'arrive, c'est donc bien triste, mais il n'y a pas d'action qui est faite pour le résoudre. Et à l'inverse aussi, si on a quelqu'un qui est plaintif, et pourquoi les deux s'imbriquent les deux ensemble, c'est que
en réponse à quelqu'un qui est plaintif, justement, qui n'est pas nécessairement dans l'action, qui va juste ressasser ses problèmes sans vouloir les résoudre, quelqu'un peut justement perdre patience puis devenir un peu plus dans l'intimidation en mode « OK, mais comment? Là, ça suffit, c'est temps de le régler. » Donc, il y a comme cette perte de patience-là qui se passe et dans les deux côtés, on va sentir un débalancement puis les gens ne seront pas... C'est comme ce sentiment de peur-là qui continue à être nourri à travers les actions de l'un et de l'autre. Donc, voilà pour les deux premiers archétypes. Ensuite, si on passe du côté plus passif, parce que là, on est quand même dans... J'ai commencé fort avec l'intimidateur et le plaintif, mais si on va voir, puis peut-être que tu fais déjà des liens avec quel était, tu sais, par exemple, dans le livre, ce qu'il dit, c'est quel était le style de tes parents, donc de ton père ou de ta mère. On va regarder les deux autres aussi. Pour moi, c'est plus de ce côté-là, en fait, que moi, je me reconnais, en fait. Dans le passif, on a parlé de l'inquisiteur, qui est du côté à droite, en haut. L'inquisiteur qui est passif-agressif, dans le sens que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser des questions. Donc, ils jouent moins une menace physique que l'intimidateur, mais ils vont avoir l'habitude de briser le moral puis la volonté des autres avec de la suspicion ou justement en ayant comme un peu, en détruisant les motivations des personnes, en posant des questions et en étant très critiques. Donc, ils vont poser des questions. « OK, mais t'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? » Ils trouvent toujours quelque chose à dire. Puis là, je caricature. Hein? Je caricature, ça ne veut pas dire qu'une personne va être 100% dans cette description-là, mais quand même, c'est juste pour trouver, pour imaginer le personnage. Donc, ils vont toujours avoir quelque chose à dire ou à répondre. Puis, ce que ça va faire sentir, c'est que ce qu'on fait, c'est jamais bien. OK? Parce qu'on a l'impression que, Colin, je fais quelque chose, c'est toujours critiqué ou c'est toujours questionné ou il y a toujours une remise en doute. Et les interrogateurs, en fait, les inquisiteurs aiment fouiller l'univers de l'autre pour comprendre et commenter. En fait, ils ont leur opinion sur tout. Et ce que ça va faire, en fait, en quoi est-ce que c'est un vol d'énergie, c'est que une personne qui est inquisiteur et qui se positionne avec ses questions, il a l'air d'être confiant parce que lui, il pose des questions, donc c'est parce qu'il doit savoir les réponses, mais c'est qu'il va attirer des personnes qui vont vouloir lui plaire. Donc, c'est comme si, au lieu que la personne, l'inquisiteur, la personne à qui il pose ses questions, ultimement, ce que ça va faire, c'est que la personne va vouloir se concentrer à donner la bonne réponse, à vouloir plaire, à vouloir se protéger, ou en fait, c'est sa manière d'attirer l'attention. Et dans ses critiques, c'est ça, ça peut être d'insister sur vos fautes, sur les erreurs. Et plus vous tiendrez compte d'eux, en fait, plus vous devenez sensible à leur réaction ou à leur questionnement. Et tout ce que vous direz, c'est que vous sentez que ça pourrait être retenu contre vous. Fait qu'à un moment donné, on se dit « Ah ben coudonc, ça me tente plus de rentrer dans cette gamique-là, de me faire questionner, puis dans le fond, c'est juste pour être critiqué. » Alors, l'inquisiteur, ce style-là est couplé ou très connecté avec le style indifférent, qui est le passif du passif, en fait. C'est une personne qui reste complètement vague et distant. Tu sais, si mettons, on pense à un adolescent qui est comme hey, « moi, je fais mes affaires, vous me comprenez pas » ou j'ai pas envie de révéler quoi que ce soit parce que je veux pas laisser rien qui dépasse que tu puisses prendre puis utiliser contre moi. » Donc, la peur qui vient soutenir les actions, les réactions de l'indifférence, c'est la peur de se faire critiquer. Alors, ils décident de se refermer. Et ils vont justement partir dans leur monde intérieur en se disant justement que c'est mieux pour eux de paraître mystérieux et détachés, puis de rester dans leur coquille, en fait, de rester vraiment imperméables à ce qui se passe, souvent solitaires en gardant leur distance. C'est un peu ça, là, l'image de l'indifférent. Fait que voilà, c'est un peu ça les comportements. En fait, celui-là, ça vient on sent du désintérêt, on veut sentir un manque de disponibilité ou de refus de coopérer ou ce genre de choses-là, mais en vrai,
il va... En fait, c'est la réponse à un inquisiteur. Donc, si on a un parent, par exemple, qui est très inquisiteur, possiblement que l'enfant pourrait virer indifférent, en mode « OK, ben là, give me a break, ça me tente pas de répondre à tes questions, puis je suis tannée d'être critiquée, fait que je vais juste me refermer. » Ou bien, l'inverse est aussi vrai, si on a un parent qui est indifférent, dans le sens qui est très refermé, qui vit sa vie, qui ne partage pas, mais ça se peut que ça fasse un enfant qui est inquisiteur, parce que c'est sa seule manière d'être capable de percer la coquille de son parent. Donc, il va poser des questions, il va être intrusif, puis dans le fond, ça ne fait pas en sorte qu'on arrive nécessairement à connecter de manière plus saine non plus. Mais on n'a pas les mêmes styles de communication, puis on n'arrive pas à capter l'attention de l'autre. Donc, essentiellement, c'est un peu ça, les 4 styles de domination. Puis pourquoi je trouve que c'est tellement important d'en parler, c'est que moi, quand j'avais lu ça pour la première fois, j'avais reconnu définitivement ma famille dans ces cadrans-là, de voir, OK, où est-ce que je me situe, comment est-ce que j'ai vécu mon enfance, de quelle manière est-ce que j'ai dû me protéger pour être capable de passer à travers ma vie puis de me sentir que, OK, j'ai pas à me protéger constamment. Et quand on réalise ces éléments-là, sans jugement, parce que chaque personne arrive avec son bagage, puis on fait de notre mieux, y compris nos parents, mais quand on arrive à comprendre dans quel milieu on a vécu et de quelle manière on a dû faire son chemin, être capable d'être entendu ou même de se protéger, bien, il faut qu'on arrive à un certain moment dans notre vie où on se dise, bien, c'est plus nécessaire, ça, ces mécanismes-là. J'ai passé à travers le moment où est-ce que je devais vivre avec des personnes que j'ai pas nécessairement choisies puis qu'on communiquait pas de la même manière. Mais aujourd'hui, dans le monde, j'ai pas besoin de reproduire mes mécanismes d'inquisiteur ou d'intimidateur ou... moi, à un certain moment donné, je le sais que dans ma famille, ça pouvait faire des flamèches justement parce qu'un intimidateur peut aussi répondre en mode, si un parent est intimidateur, l'enfant peut décider de faire en mode, OK, plaintif, puis je me victimise, puis j'ai besoin d'en parler, puis de me déresponsabiliser de ce qui se passe. Mais ça peut aussi créer un intimidateur, de faire comme, hey, stop. Puis là, ça peut créer des dynamiques qui sont très conflictuelles à l'interne et qui sont difficiles à vivre. Ceci dit, je pense vraiment que ce sont tous des mécanismes qui sont temporaires et qui s'adaptent aux personnes et aux circonstances dans lesquelles on a grandi ou qu'on a vécu, et que dès qu'on en prend conscience, on peut alors les désactiver. Puis c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Parce qu'on n'a pas besoin d'être cet intimidateur-là. On n'a pas besoin, puis s'il y a quelqu'un dans ton entourage que tu reconnais comme tel, on n'a pas besoin de le pointer du doigt et de faire comme « t'es un intimidateur ». Mais on peut comprendre que peut-être tout est une question de action et réaction et que peut-être cette personne-là, dans son passé à elle ou à lui, a vécu des moments où est-ce qu'il a dû se dire « Hey, moi, là, pour me protéger, j'ai pas le choix de mettre le masque de l'intimidateur parce que peut-être que cette personne-là s'est dit « Hey, moi, je me suis tellement fait taper dessus quand j'étais jeune que, ben là, maintenant, je vais être celui qui va parler plus fort. Fait que ça sera plus moi qui va être intimidé, je vais devenir l'intimidateur. » En termes de vol d'énergie. Et même chose pour le plaintif, c'est de se dire, on peut regarder chacun des archétypes avec une infinie bienveillance. Et ça, je pense que c'est l'étape d'après, c'est de comprendre, c'est d'être capable d'éprouver de la compassion et de ne pas se laisser embarquer dans ce mécanisme-là. Du moment où est-ce qu'on est capable de le discerner et de le voir et de dire ça, je pense que c'est ça qui est en train de se passer, de faire comme « Hey, moi, j'embarque pas là-dedans. » Puis j'ai des exemples pour toi parce que, sans nommer personne, je pense qu'on a tous ces exemples qu'on est capable d'identifier pour chacun des archétypes. J'ai parlé de l'intimidateur comme étant la personne la plus loud qui a envie justement de parler fort puis de brusquer les gens. Des fois, c'est quand on nomme les choses qu'on est capable de faire désactiver une certaine réaction. Même chose pour le plaintif, quelqu'un qui essaie de t'embourber dans cette espèce de tourbillon négatif, triste, qui tire vers le bas. Tu peux mettre un pied à terre et faire comme « OK, qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tu veux régler la situation? Est-ce que tu as besoin de ventiler?
Puis j'avais lu à un moment donné quelque chose de Marcia Pilote dans ses... Je la trouve super chouette comme femme qui a écrit plein de choses, en fait, des petites bribes d'écriture intuitive, créative. Puis à un moment donné, elle disait qu'avec ses filles, ce qu'elle faisait quand il y avait besoin de ventiler, elle avait une méthode en 2 étapes, en fait. Elle lui disait, est-ce que là, toi, tu as besoin, mettons que tu as un problème, là, puis que tu as besoin d'en parler. Parce que c'est correct, ça arrive des fois qu'on a besoin de ventiler aussi. Fait qu'elle faisait, est-ce que tu as besoin, est-ce que tu veux le régler ou tu veux juste en parler, / ventiler. Si c'était juste de ventiler, elle mettait son timer de cuisine à 5 minutes, puis elle était comme, t'as 5 minutes, puis tu peux ventiler. Mais après 5 minutes, elle était comme, OK, là, ça va faire. Fait qu'après ça, t'as ventilé, parfait, move on. Soit tu fais de quoi avec, soit que là, ben, tu sais, tu passes à autre chose. Et l'autre option, c'est si tu veux le régler, ben là, en tant que maman, elle était complètement présente, elle était là pour écouter, pour pouvoir régler la situation. Mais ça, ce que ça fait, c'est qu'on ne se laisse pas ramasser dans le tourbillon de quelqu'un qui est plaintif, qui veut juste ressasser ses émotions négatives, puis veut juste les transmettre. Puis en fait, il ou elle revit ses émotions négatives, puis toi, t'es comme, mais ça m'appartient pas, ça. Fait que si t'as besoin de moi pour en parler, parfait, je vais être là, puis je peux te conseiller, puis je peux t'aider. Mais si c'est juste de m'embarquer dans ton tourbillon de ta spirale infernale de tristesse et de désespoir, ben, je suis pas tant là, tu sais. Donc, voilà pour le plaintif. L'inquisiteur, celui aussi qui pose des questions. En fait, j'ai connu des personnes dans cet archétype-là aussi qui va être amené à critiquer ou qui va poser des questions tout le temps. Et ça, c'est tellement une manière de garder les mains sur le volant. C'est dans les types agressifs, mais ils vont activement garder l'attention. Et en posant des questions, c'est qu'ils ont le contrôle. Puis des fois, mais t'es comme, « Hey, ça me tente pas de répondre à tes questions. » Soit que c'est pas à propos, soit que je suis pas dans le mood, soit que ça n'a même pas rapport, c'est même pas tes affaires. Puis ça va créer des espèces de tensions internes de faire comme, « J'aime pas parler avec cette personne-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de dialogue. C'est juste J'ai juste l'impression que cette personne-là domine la conversation, puis moi, je fais juste répondre. » Donc, comment on fait pour rétablir l'équilibre? Bien, c'est correct de dire, de le nommer, de faire, ben ça, moi, je suis pas à l'aise de répondre à ça. Puis d'assumer aussi sa présence, de dire, j'ai pas besoin, parce que quelqu'un me pose une question, je suis pas obligée d'y répondre. Ça, c'est une chose aussi. Mais de désamorcer, de nommer, en fait, dans la version... en fait, il y a un autre livre de la prophétie des anges, ça s'appelle « Les leçons de vie de la prophétie des anges », puis il parle de méthodes, justement, pour faire avancer les réflexions. Puis c'est ça aussi que j'avais envie d'intégrer, de te repartager. Mais ce que ça dit, c'est d'une fois qu'on on réalise qu'est-ce qu'ils sont, c'est quoi ces mécanismes de domination-là, qu'on est capable d'en prendre conscience quand ils arrivent. Et à partir du moment où est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe, qu'on est absolument lucide, bien, on peut choisir d'embarquer ou de débarquer de cette situation-là. Par exemple, pour un intimidateur, ben si tu sens que là, t'es face à quelqu'un qui est clairement en colère, qui est en train de te projeter ses émotions sur toi, que toi, t'as pas envie de ça, puis que t'as pas envie de lui donner ton énergie parce que tu vois clairement qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est correct de dire « Pourquoi t'es si en colère? » T'sais, on dirait que tu veux me faire peur, ou on dirait que tu veux me projeter ces émotions-là sur moi. Et ce que ça peut faire, c'est que la personne va réaliser qu'est-ce qu'elle est en train de faire, que peut-être elle-même ne le voit pas. Donc, une manière de contrecarrer l'intimidateur, c'est ainsi. Pour l'interrogateur, ben, j'en ai parlé tantôt, ça peut être de dire, tu sais, je t'aime comme personne, j'aime ça être avec toi. En ce moment, par contre, je me sens constamment critiquée. Peu importe ce que je dis, ça semble jamais être correct. Voilà comment je me sens. Et ça peut désamorcer une situation aussi. Comme je l'ai mentionné, d'être capable aussi de sortir de ces espèces de cycles de questionnement-là, puis de dire, ben là, je pense que c'est assez pour les questions. On peut changer de sujet, on peut parler d'autre chose, mais j'ai plus envie de répondre à des questionnements quelconques, en fait.
c'est correct de le nommer. En fait, disons-nous les vraies affaires pour de vrai, au lieu de sentir qu'on a une espèce de malaise qui perdure. Cassons ces rythmes-là. Puis en fait, j'en parle parce que je trouve que on est rendu là en 2024, puis là, j'espère que ceci va perdurer dans le temps, and so on, and so on. Mais nommons ces choses-là qui nous rendent inconfortables. Puis ayons cette capacité de se responsabiliser, de dire « Hey, ça, moi, j'accepte pas ça » ou « J'ai pas envie d'embarquer là-dedans et c'est correct, j'ai pas envie de me laisser traîner dans un tourbillon. » Puis un des exemples que j'ai envie de donner, c'est pas nécessairement un intimidateur ni ou quoi que ce soit dans ces mécanismes-là, mais c'est des gens qui viennent un peu polluer votre espace mental. Un peu comme le plaintif, puis moi je vais en parler parce que c'est dans un contexte de travail, surtout avec le télétravail de nos jours, puis j'arrivais au plaintif, c'est que moi je travaille, c'est ça, à l'ordinateur souvent, j'ai beaucoup de rencontres Teams, puis dans le fond j'ai des écouteurs qui font en sorte que quand j'entends mes collègues, je les entends dans ma tête, dans mes écouteurs, puis je les ai pas mal toute la journée. Puis à un moment donné, j'étais dans cette situation-là où j'avais des rencontres avec des gens, puis j'avais l'impression que ils étaient dans leur tête en train de vivre leurs problèmes, là. « Ah, ma page, elle marche pas. Ah, Puis les gens pensent à voix haute, mais moi, je suis là en train d'entendre tout parce que je suis sur l'appel. Puis j'avais une collègue que je nommerai pas, que j'aime quand même, mais que je lui ai dit ça. J'étais comme « Hey », son nom, je dis « Là, j'ai l'impression que tu es dans ta tête, puis que tu vis tes émotions. Est-ce que c'est possible de mettre ton micro sur mute? Puis c'est correct que tu aies à vivre ce que tu as besoin de vivre en ce moment, mais amène-moi pas avec toi. » Puis elle était comme « Hey, je comprends, merci tellement. » Puis elle le refaisait encore. Je voyais l'intention. Des fois, c'est inconscient, ça peut prendre un certain temps, mais j'ai vu de l'amélioration. Puis c'est ça, dans le fond, c'est juste... J'ai pas besoin d'être dragged down dans ton espèce de tourbillon plaintif ou de ça va pas dans ta tête. J'ai pas besoin, moi, parce que je me sens pas bien, de devoir faire en sorte que d'autres personnes se sentent pas bien. Je pense que c'est ça aussi qui est important globalement dans le monde, de dire moi, je me sens pas mieux dans la vie si je vis un moment de tristesse ou down que j'amène quelqu'un dans ma zone de tristesse. Au contraire, moi, je suis comme, hey, je vais être capable de me gérer, je vais vivre ce moment-là, ça m'appartient, mais on n'a pas envie que toute la planète ou que les gens autour de nous soient tirés vers le bas. Puis pour certaines personnes, ça peut être plus rassurant de faire « Ah ben, tu sais, comme ça, je suis pas le seul à vivre ce moment pénible, fait que je vais amener les autres avec moi. » Mais au final, je ne suis pas certaine que si c'est ce que tu fais ou que quelqu'un dans ton entourage fait ça, que c'est ce qu'ils veulent vraiment et que surtout, ils ont conscience de l'impact que ça peut avoir sur leur relation par après. Donc, ça, c'était pour les plaintifs. Fait qu'on peut dire ça. On dirait que soit tu me rends responsable de ce qui ne va pas dans ta vie, soit qu'en ce moment, ben je me sens pas que je peux t'aider de manière constructive par rapport à ta situation. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Mais si c'est non, ben, est-ce qu'il y a un bout de chemin que tu peux faire par toi-même? Alors voilà pour ça. Puis le dernier, ben, c'est les indifférents, en fait. C'est que quand tu as une personne que tu n'es même pas capable de trouver une manière de connecter, on dirait l'image que j'ai, c'est vraiment les ados, parce que moi, à un moment donné, j'étais ça, j'étais dans l'indifférence, je voulais pas parler, je voulais pas m'ouvrir, j'avais ma vie à l'extérieur de ma famille, puis c'était pas dans ma famille, j'avais envie de m'ouvrir. Mais on peut dire ça, tu sais, j'aimerais ça connecter avec toi, mais j'ai l'impression que tu te retires et que tu deviens distant. Comment est-ce que je peux faire pour mieux connecter avec toi? Tu sais, comment est-ce qu'on peut arriver à mieux connecter pour établir un lien stable puis une relation ensemble? Donc, voilà. Au-delà du mécanisme, regardez la personne réellement. Voyez que, sans jugement, de se dire, on a appris ces choses-là, on a grandi dans des milieux complètement différents, avec des personnes différentes de nous. Et il y a cette réaction en chaîne-là qui s'opère. T'sais, si on a un parent qui était, comme j'ai dit, intimidateur, bien peut-être que son père ou sa mère était plaintive, puis vice-versa, puis là, il y a une chaîne, mais on peut briser ces cycles-là. On n'a pas besoin de répéter cette lignée de cycles de domination puis de vol d'énergie constamment. Et j'ai envie de terminer en disant que
On peut se rappeler que notre énergie en tant que telle, elle n'est pas dépendante d'une autre personne. On peut arriver à se recharger, on peut arriver à se plugger sur une source d'énergie qui est complètement abondante, qui n'a pas de fin, qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'aller voler ou d'aller chercher. Puis quand je parle d'énergie, on pourrait parler d'attention en fait, parce que c'est une manière de, quand on est jeune, quand on est enfant, veut pas, on a cette volonté-là d'être vu et d'être entendu. Et si on a l'impression qu'à quelque part, un ou l'autre, on a l'impression que ça nous a manqué, ça, d'avoir eu de l'attention ou d'avoir été écouté, bien, on va développer des manières justement soit pour aller chercher l'attention, donc en devenant des intimidateurs ou en posant des questions pour aller creuser, ou de l'autre côté, si on veut s'en protéger, bien, on devient soit un plaintif ou un indifférent, mais d'en prendre conscience et de s'en libérer. Et c'est ça que j'avais envie de partager, parce que je pense que nos rapports humains peuvent être tellement plus conscients, tellement plus vrais et tellement plus nourrissants. Parce que depuis que je suis consciente de ces concepts-là, même que là, je me suis replongée dedans, puis je suis encore plus consciente et heureuse de pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais je réalise qu'il y a ça, il y a des amitiés, il y a des liens qui nous aident tellement à nous uplifter, puis que notre énergie, après ça, on sort de ces rencontres-là, puis on se sent absolument bien. Puis en fait, on a l'impression qu'on a échangé de l'énergie et ça nous tire vers le haut. Et si chacun faisait son bout de chemin pour dire « OK, ben moi, voici comment je tire du jus aux autres et j'ai pas envie de ça. Et voici qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour évoluer. » Ben ça nous appartient à tous et chacun de le faire. Et c'est pas facile et c'est ardu et ça prend beaucoup de courage et de conscience de soi-même pour aller faire ce travail-là. Mais au final, on va s'en retrouver tellement gagnant dans nos échanges, dans nos relations, dans notre niveau d'énergie, dans notre confiance en soi-même et dans notre capacité à s'assumer et à connecter sainement avec l'autre. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse à aller creuser, je te conseille fortement cette lecture-là qui est La prophétie des Andes. Et tu peux même aller voir les leçons de vie de la prophétie des Andes qui fournissent des outils, des exercices. Et on dirait que moi, mon appel cette année, c'est ça, c'est de partager des outils concrets pour qu'on soit capable de vivre plus en conscience, de faire le travail sur nous-mêmes, d'être capable de changer des petits morceaux, parce que c'est ça un peu le inner engineering, d'être capable de se comprendre, de choisir ce qui est là. Et je pense que ces mécanismes de domination et de protection-là, une fois qu'ils sont compris et qu'ils sont intégrés, peuvent être transcendés et qu'on arrive à mieux connecter. Donc, merci pour ta présence aujourd'hui, ton écoute pour cet épisode qui était quand même, je pense, différent de ce que je suis habituée d'enregistrer, mais j'avais ça en tête. Je trouvais que c'était ça l'appel, que ce soit constructif. Puis après ça, ben, tu peux en faire ce que tu veux. Et je t'invite à partager si tu vois qu'il y a une personne, ou peu importe, il y a des gens autour de toi que tu dis « Hey, ça serait bénéfique, puis j'ai envie que ce soit accessible, j'ai envie que ce soit une goutte d'eau qui puisse faire un ripple effect avec d'autres réverbérations, puis d'autres impacts. » Puis je pense qu'on peut s'aider là-dedans à constituer un monde qui est plus conscient. Puis on n'a jamais eu de formation là-dessus sur comment bien connecter, comment bien entretenir ses relations, en fait. Et ça, je pense que c'est tellement important. Donc, moi, dans mon parcours de vie, j'ai tombé sur ces connaissances-là, donc ça me fait plaisir de les repartager. Mais je pense que c'est ça mon appel en ce moment, à partager des trucs qui vont faire en sorte qu'on vit mieux ensemble, qu'on a une conscience de soi plus claire. Donc, merci d'avoir été là. Au plaisir. Viens m'en parler, viens m'écrire sur Instagram à Joa Hubert. Ou si tu veux m'envoyer, en fait, à la fin de cet épisode-là, tu vas voir, il y a un petit sondage, une question, si tu veux me partager tes commentaires. Je lis tout et j'apprécie toute rétroaction, tout échange. Et je te dis à très bientôt. Bye!